réveil à l'écoute d'RTL, il est 8h30. RTL Matin. Le 8h30. Philippe Godin. Et à la une de l'actualité, cet accident de car cette nuit vers 1h30 du matin sur l'autoroute A9 entre Marseille et Murcie en Espagne. Le premier bilan fait état de 2 morts de nationalité espagnole, 3 personnes dans un état très grave et 28 blessés. Le bus de tourisme s'est couché 5 mètres en contrebas d'un talus. On y revient dans le détail dans un instant. Début des vacances pour François Hollande. Le chef de l'État passera sa semaine de repos à la Lanterne à Versailles. Comme son prédécesseur, il boude le fort de Brégançon, résidence d'été traditionnelle des présidents. Un lieu que François Hollande pourrait décidé d'ouvrir au public. Comment va l'économie française? Selon le ministre de l'économie, la reprise c'est pour 2014, mais dans le même temps, il revoit ses prévisions de croissance à la baisse pour 2013. Alors méthode couée ou véritable frémissement? Pierre Moscovici est notre invité à 8h40. À l'étranger, les États-Unis rouvrent leurs ambassades au Moyen-Orient et en Afrique. Les bureaux du Pakistan et du Yémen restent fermés. Est-ce à dire que la menace d'Al-Qaïda n'existe plus? La réponse dans ce journal. Le sport et le championnat de football de Ligue 1 qui nous réserve quelques surprises. Lyon a pulvérisé hier soir Nice 4-0. Monaco s'est imposé 2-0 à Bordeaux. Nous ferons un point complet à la fin de ce journal. Mais pour commencer, donc, direction Marseille, où Jérémy, ce jeune étudiant de 22 ans agressé samedi, se trouve toujours dans un état grave, mais stationnaire à l'hôpital nord de la ville. Vendredi soir, alors qu'il allait chercher une amie à la gare pour fêter son diplôme, il a reçu un grave coup de couteau à la gorge de la part d'un individu qui voulait lui voler son téléphone portable. Une nouvelle affaire qui relance la polémique sur l'insécurité à Marseille. Les enquêteurs sont mobilisés pour retrouver au plus vite l'auteur des faits, Jean-Louis Pacul. Outre le témoignage de la gérante du snack-bar Le Français qui a recueilli Jérémy avant l'arrivée des premiers secours, les enquêteurs ne disposent que des images des caméras de vidéoprotection pour tenter d'établir les circonstances exactes de l'agression et pour essayer d'identifier l'homme qui a littéralement tranché la gorge du jeune étudiant. Violence extrême pour voler le téléphone portable de Jérémy ou acte d'un déséquilibré, les policiers ne privilégient aucune hypothèse. Jérémy est un garçon sans histoire. Il venait de terminer son master à Euromed, une grande école basée à Lumini, et il était sur le point de partir en stage à l'étranger. C'est d'ailleurs pour fêter son diplôme qu'il s'apprêtait à aller chercher l'une de ses amies à la gare lorsqu'il a été agressé. Jérémy a perdu beaucoup de sang, il a été opéré, mais il est toujours dans un état stationnaire au service des soins intensifs de l'hôpital Nord, où les médecins restent réservés. Jean-Louis Pacul, correspondant pour RTL à Marseille. 2 morts, 3 personnes dans un état grave et une trentaine de blessés. C'est le bilan définitif ce matin d'un accident qui s'est produit sur l'autoroute A9 entre Marseille et Murcie en Espagne, au niveau de la sortie de Leucate dans l'Aude, où Laura Maucci, un car de tourisme Eurolines, est donc sorti de la route. Oui, il a percuté une glissière de sécurité et a fait une chute de 10 mètres en contrebas sans impliquer d'autres véhicules. Un accident impressionnant. Les secours craignaient un bilan encore plus lourd. Dans ce bus où se trouvaient des passagers de plusieurs nationalités, dont des Français, 2 Espagnols ont perdu la vie. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a provoqué cette sortie de route. Le chauffeur s'est-il endormi? Avait-il consommé de l'alcool? A-t-il été perturbé dans sa conduite? Il est actuellement entendu par les gendarmes. Une série noire sur les routes de l'Aude. Hier, 5 jeunes ont été tués après avoir mal négocié un virage près de Carcassonne. Le préfet du département, Louis Lefranc, qui était l'invité de RTL à 7h, appelle à la prudence. À s'arrêter quand il le faut pour éviter les risques de somnolence, à ne pas commettre d'excès de vitesse. Et pour ceux qui ne le comprendraient pas, il y aura aussi une intensification des contrôles. C'est aussi un volet de la pédagogie. Et pour les personnes inquiètes après l'accident de car, un numéro a été mis en place. Il s'agit du 04 68 10 29 00. Merci beaucoup Laura Maucci. Les routes qui devraient être plus calmes aujourd'hui en matière de trafic. Hier, on a enregistré jusqu'à 730 km de bouchons cumulés. Aujourd'hui, Bison Futé voit vert dans le sens des départs et des retours, excepté dans l'extrême sud-est où le drapeau orange est de sortie. Radio guidage dès que nécessaire sur RTL pour vous aider à circuler. RTL Matin, 8h34. François Hollande dans les pas de Nicolas Sarkozy, au moins en matière de vacances. Comme son prédécesseur, le chef de l'État boude la résidence présidentielle du fort de Brégançon. Ce matin, dans un entretien aux Parisiens, Valérie Trierweiler estime qu'il est difficile de conserver un peu d'intimité dans cet endroit. Du coup, la question de l'utilité de ce lieu se pose. François Hollande pourrait même décider de l'ouvrir au public. Tiffaine de Rocchini. 2000 mètres carrés de terrain dans un cadre idyllique proche des îles du Levant et des plages de Saint-Tropez. Le fort de Brégançon a tout pour plaire, mais depuis 1968, date où il est devenu la résidence officielle du chef de l'État, ce château du XVIIe siècle a été régulièrement snobé par les présidents qui y ont défilé. Le général de Gaulle, par exemple, trouvait le lit trop petit et les moustiques trop nombreux.
Et plus récemment, Nicolas Sarkozy a préféré passer ses vacances à quelques kilomètres de là, dans la villa du Cap-Nègre de Carla. François Hollande lui-même aurait confié se sentir un peu à l'étroit dans cette bâtisse isolée. Alors, que faire de ce fort à la valeur inestimable ? Eh bien, le chef de l'État envisage de l'ouvrir au public. Les vacanciers pourraient ainsi découvrir le lieu où Georges Pompidou a failli faire naufrage lors d'une escapade en mer et où Jacques Chirac a souvent séjourné avant d'aller serrer des mains à la sortie de la messe à Bormes-les-Mimosas. L'élection de Miss Roussillon aura bien lieu cet après-midi au Baccarès dans les Pyrénées-Orientales. Un concours maintenu malgré la disparition de l'une des candidates, Alison, dont on est toujours sans nouvelles depuis bientôt un mois. L'un des membres du jury, Julien Brugel, a préféré se retirer, estimant que l'ambiance n'était pas à la fête. À l'étranger, les pompiers de Californie sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser les incendies qui ravagent l'est de Los Angeles. 1800 personnes ont été évacuées, 10 autres ont été blessées. Près de 7500 hectares sont désormais partis en fumée. Les ambassades américaines au Moyen-Orient et en Afrique fermées à la suite de la menace d'Al-Qaïda devraient rouvrir ce dimanche, à l'exception des bureaux du Yémen et du Pakistan. Est-ce à dire que la réaction des Américains depuis une semaine était exagérée? Réponse du spécialiste terroriste Mathieu Guidère. Il y a une raison politique, une raison sécuritaire. La raison sécuritaire indéniablement existe. Ce n'est pas un mythe, je dirais, ce n'est pas inventé. Effectivement, les Américains ont réussi à capter des conversations très spécifiques et on craignait une action d'envergure à la fin du Ramadan. Mais il y a également le contexte spécifiquement américain, avec cette polémique sur le système de surveillance américain, notamment PRISM. Donc du coup, je crois qu'ils veulent montrer clairement que le système est partageable, qu'il est pour la sécurité de toutes les démocraties libres, ou en tout cas de toutes les personnes qui ne veulent pas du terrorisme, de façon transparente. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est-à-dire du point de vue, on va dire, français, ou du point de vue même des autres pays qui ont l'expérience du terrorisme, qui savent que, globalement, on ne peut pas non plus détruire la planète avec quelques groupes djihadistes, c'est vrai que cela peut apparaître comme exagéré et comme une démonstration disproportionnée. Mathieu Guidère au micro RTL de Thomas Proutot. Dimanche d'élection au Mali, deuxième tour de l'élection présidentielle. Face à face, l'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta et l'ancien ministre Soumaïla Cissé, arrivés en tête au premier tour. On ouvre la page sport de ce journal. Et hier soir, le championnat de foot de Ligue 1 nous a réservé quelques surprises. Lyon, qui a fait le pari de la jeunesse, a triomphé 4-0 face à Nice. Monaco a prouvé que son recrutement à prix d'or valait le coup. Les Monégasques se sont imposés 2-0 à Bordeaux. Match nul, un partout entre Évian-Thonon et Sochaux. Lille s'est imposé 1-0 sur Lorient. Nantes a battu Bastia 2-0. Victoire de Rennes 2-1 sur Reims. Valenciennes a écrasé Toulouse 3-0. Au classement provisoire, Lyon est donc en tête devant Valenciennes et Nantes. Aujourd'hui, à 17h, Ajaccio accueille Saint-Etienne. Et puis, à 21h, Guingamp reçoit Marseille. Les Bretons qui renouent avec la Ligue 1 dans un enthousiasme qui ne se dément pas. Le club compte 9000 abonnés pour cette saison. C'est plus que le nombre d'habitants dans la ville. Patrice Gabard. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'En Avant Guingamp et même un cas d'espèce dans le football français. Le petit club breton compte plus d'abonnés que la population de sa ville. La barre a été franchie fin juillet par Patrick Guillou qui tient une petite épicerie à Plounévé-Mouédec. À Guingamp, il y a 7281 habitants et donc je suis le 7281e abonné. Et voilà, on a dépassé la barre. Aujourd'hui, ils sont plus de 9000 abonnés. L'engouement est exceptionnel et la boutique du club ne désemplit pas depuis le début de l'été. Sa responsable, Brigitte Payou. C'est non-stop, que ce soit à la billetterie ou à la boutique. Non-stop. En fait, je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Depuis la dernière montée en Ligue, fin de montée de Ligue 1, Ligue 2002-2003, l'année de Drogba. En plus, nous sommes au mois d'août, c'est Marseille. Marseille, ça reste quelque chose quand même de mythique. Donc c'est vrai que c'est quand même assez puissant. Arnaud, Guingampais de cœur, qui vit en Angleterre avec sa famille depuis 17 ans, a même traversé la Manche pour assister à ce match qui se jouera à guichet fermé. Quand il a fallu penser aux vacances, on s'est dit que le premier week-end d'août, on serait dans la région de Guingamp et on a nos tickets, on sera là dimanche. C'est l'affiche rêvée, quoi. C'est le top. Une affiche d'enfer pour retrouver la L1. C'est génial. Tout le monde parle de l'événement du week-end, donc les femmes, les hommes, fier, super fier. Fier d'être Guingampais, c'est aussi inscrit en majuscules et aux couleurs de l'en avant sur la façade de la mairie. Un match qui s'annonce très suivi, vous pourrez le vivre évidemment en direct sur RTL dans Soir de Ligue 1 à partir de 20h30 et jusqu'à 23h. Notez également votre rendez-vous avec RTL en direct de l'équipe de 18h30 à 19h. Nos journalistes sportifs qui reviendront aussi évidemment sur les résultats de la deuxième journée de Ligue 2. Hier, Angers s'est imposé 1-0 face à Châteauroux. 3 a battu Arles-Avignon 1-0. Match nul partout entre Dijon et Lens. Bastia s'est imposé 2-1 sur Nancy. Quant aux mondiaux d'athlétisme à Moscou, c'est aussi sur RTL, évidemment à 19h.
19h50. Notre envoyé spécial Jean-Michel Rascol vous fera vivre la finale du 100 mètres où on l'espère, on retrouvera Christophe Lemaitre et Jimmy Vico, les deux sprinteurs français qui disputent la demi-finale à 17h05. La météo de ce dimanche, donc Patricia, plutôt ensoleillée. C'est plus ensoleillé et plus chaud qu'hier sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, les températures sont encore un petit peu fraîches du côté de la Manche sous une perturbation qui arrive ce matin, qui donnera quelques pluies entre le nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais. Et les nuages de la perturbation vont même gagner un petit peu de terrain dans l'après-midi vers l'île de France. Sinon, sur le reste de la moitié nord, c'est quand même un temps très agréable. Des températures comprises cet après-midi entre 20 et 34 degrés. Merci beaucoup, Patricia. RTL, il est 8h40. 7h, 9h30, RTL Matin. Philippe Godin. 8h41, le zoom de la rédaction ce matin. Crise ou reprise, croissance ou récession, le gouvernement est-il adepte de la méthode Coué? François Hollande a réaffirmé cette semaine sa volonté d'inverser la courbe du chômage. Le président qui est convaincu qu'il se passe quelque chose, que ça frémit. Visiblement, le ministre de l'économie et des finances est sur la même ligne. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Alors, dans Nice Matin hier, vous déclariez que la croissance reviendra en 2014 et dans le même temps, vous révisiez vos prévisions de croissance pour 2013 entre moins 0,1 et plus 0,1. Franchement, on se demande ce qui peut retourner la situation pour 2014. D'abord, je voudrais faire une précision parce que... Vous n'avez pas révisé. Non, je n'ai pas révisé la prévision de croissance. Vous aviez dit plus 0,1. Je maintiens cette prévision de croissance et il y aura peut-être une nouvelle le 25 septembre au moment de la présentation du projet de loi de finances. Ces chiffres sont des chiffres totalement dans le domaine public. Ce sont les chiffres de l'INSEE, c'est le consensus des instituts de conjoncture. Et là, franchement, on a cherché à créer je ne sais quelle émotion. Non, il n'y a pas de révision de la prévision de croissance de la France. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est la tendance. Et quand François Hollande dit qu'il se passe quelque chose dans l'économie, il a entièrement raison. Qu'est-ce qui se passe? Entre moins 0,1 et plus 0,1, c'est étal. Vous-même vous le disiez. Ce qui se passe, c'est autre chose. D'abord, première chose, c'est vrai que la zone euro, dans son ensemble, a connu, en 2012 comme en 2013, une croissance négative. C'est moins 0,6 probablement pour la zone euro en 2013. Et dans ce contexte, la France fait mieux ou moins mal que ses partenaires. Elle a fait mieux ou moins mal pour les 2 premiers trimestres que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie. La France a une économie solide. La France est une économie forte. Moi, il y a quelque chose qui vraiment m'exaspère parfois. C'est ce côté d'auto-flagellation que les Français aiment bien avoir. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Nous avons une économie compétitive, attractive, une économie qui est, encore une fois, parmi les plus fortes du monde. Elle mérite la confiance. Elle mérite d'abord la confiance des Français. Donc, non. Pas de modification de prévision de croissance. Alors, après, que se passe-t-il? Quel est le paradoxe apparent? C'est vrai que l'année 2013 est une année compliquée, que c'est une année fragile, que c'est une année, j'ai prononcé ce mot, étale. Mais la tendance est inversée. Mais nous sommes sortis de la récession. Mais nous avons l'amorce d'une reprise que nous allons consolider et rendre durable. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la récession? La récession, c'est 2 trimestres de croissance consécutifs négative. Ça a été le cas du dernier trimestre 2012, ça a été le cas du premier trimestre 2013. Mais nous sommes sortis de cette situation. Et les deuxièmes comme le 3e trimestre de l'année 2013, donc que nous vivons, sont des trimestres de croissance positive. Et j'ajoute que les indicateurs sont en train de s'améliorer. Alors, il faut les muscler, il faut travailler. Une croissance, ça se constate pas, ça se subit pas, ça se crée. Mais je veux en citer un quand même, c'est la production industrielle, qui au cours du dernier trimestre a été positif. C'est le meilleur trimestre de la croissance de la production industrielle depuis 2011. Donc, en effet, il faut de la mobilisation. En effet, il faut de la confiance. Et c'est ce que fait le gouvernement. Alors on entend le volontarisme, on entend la confiance, on entend l'optimisme. Sauf qu'il y a la réalité. Cette semaine encore, c'était mardi, François Hollande était en déplacement à La Roche-sur-Yon. Une chômeuse, Nathalie, 50 ans, l'a interpellée. Elle n'arrive pas à retrouver du travail. Elle va être obligée de retourner vivre chez ses parents. Elle est loin d'être la seule. Vous comprenez que pour les Français, ce discours d'optimisme, à un moment, ça semble totalement décalé avec leur réalité. Je ne suis pas en train d'avoir un discours d'optimisme béat. Le gouvernement, le président de la République, nous sommes les premiers conscients de la difficulté de la situation des Français. Le combat de François Hollande, le motif... Mais ça veut dire que c'est pas assez expliqué. Le motif de ces déplacements qu'il a effectués avant de prendre quelques jours de repos en région parisienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'inversion de la courbe du chômage. Je sais qu'il y a dans la zone euro un taux de chômage inacceptable, 12%. Je sais qu'il est trop élevé en France, il est supérieur à 10%. Et croyez-le, c'est d'abord à ces personnes-là que nous pensons. Mais
il n'y a pas de contradiction. C'est pas un optimisme du genre tout va bien, c'est un optimisme du genre mobilisons-nous, sortons de cette crise, combattons-la, inversons la courbe du chômage. Et à cet égard, je veux dire en effet que le président de la République a raison de croire à l'inversion de la courbe du chômage. Moi, j'ai cette conviction, mais c'est une conviction qui n'est pas un slogan, c'est une conviction informée. Que se passe-t-il là encore sur le front de l'emploi? Premièrement, les sorties du marché du travail sont en train de se ralentir. Deuxièmement, les embauches sont en train de reprendre, encore trop peu, c'est vrai, mais elles reprennent. Et troisièmement, la politique d'emploi que mène ce gouvernement, les emplois d'avenir, les contrats de génération, les emplois francs, eh bien, tout ça est en train de monter en régime. Et oui, je pense que nous verrons l'inversion de la courbe du chômage. Et oui, je pense que 2014 sera la première année de croissance véritable, significative depuis 3 ans. Et oui, nous allons faire en sorte que la France, eh bien, puisse sortir de cette crise. Et oui, nous le ferons avec des structures assainies. Et oui, nous le ferons avec des réformes de structure. Les réformes de structure, alors attendez, parce que 2014, il y aura des réformes de structure, d'ailleurs le FMI les a demandées, sauf qu'il y aura aussi, vous l'avez confirmé, l'augmentation des prélèvements obligatoires à hauteur de 0,3% du PIB, ça représente 6 milliards d'euros en plus de charges pour les Français à payer. Ça veut dire que les Français n'ont pas fait suffisamment d'efforts? D'abord, il faut revenir là-dessus, sur ces chiffres. Ce sont des chiffres qui sont dans le domaine public depuis 1 an maintenant. Ce sont les chiffres de la loi de programmation des finances publiques. Ce sont les chiffres du programme de stabilité que nous avons hier à Bruxelles. De quoi s'agit-il? Nous avons hérité. J'ai vu que Monsieur Woerth parle de matraquage fiscal. Matraquage fiscal ou se demandait si j'avais eu une insolation. Franchement, ces élus de l'UMP qui ont mis la France dans une situation absolument dramatique, qui ont ajouté 600 milliards d'euros de dette publique en 5 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que les Français peuvent payer 6 milliards d'impôts en plus? Attendez, si nous faisons cet effort de réduction des déficits publics, nous le faisons comment? Vous parlez du FMI. Que nous dit le FMI? Le FMI nous dit faites d'abord un effort d'économie de la dépense publique. C'est ce que nous faisons. Ralentissez également l'augmentation des impôts. C'est ce que nous faisons. Le FMI nous dit aussi, prenez un peu de temps. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons obtenu, nous, de la Commission européenne, qu'on n'ait pas le fétichisme du chiffre et qu'il nous soit accordé un délai de 2 ans jusqu'en 2015 pour revenir en deçà de 3% des prélèvements, des déficits publics. Voilà ce que nous faisons. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que en matière de prélèvement, nous sommes en train de lutter contre la fraude fiscale, nous sommes en train de rechercher ce que sont les niches fiscales improductives. Voilà ce que nous faisons. Dans les 6 milliards. Je ne veux pas. Les arbitrages fiscaux seront rendus à la fin août. Mais moi, là encore, je trouve qu'on se sert de chiffres qui, en réalité, sont dans le domaine public pour assimiler prélèvements obligatoires et impôts, ce qui n'est pas la même chose. Et non, je n'ai pas non plus annoncé d'impôts nouveaux hier. La TVA, on le sait, elle augmentera. On parle de la CSG qui pourrait augmenter pour les retraités les plus aisés. On parle du quotient familial. On parle de droits de succession. Tout ça, c'est des pistes très sérieuses à l'étude ou c'est des pistes fausses? Oui, je ne voudrais pas qu'on se livre comme ça au creux de l'été. Non, mais les Français ont envie de savoir ce qu'ils vont payer en plus à partir de l'année prochaine. Il y a des rythmes dans la démocratie et ces rythmes, c'est que le projet de loi de finances sera présenté le 25 septembre. Ces rythmes, c'est qu'il y a des arbitrages fiscaux qui seront rendus la CSG et qui seront rendus au mois d'août. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de matraquage fiscal. Il y a au contraire de la part de ce gouvernement une conscience très fine, très aiguë, il y a un ras-le-bol fiscal, qu'il faut de la justice en matière de fiscalité. Et nous voulons stabiliser les prélèvements obligatoires. D'ailleurs, puisque j'évoquais tout à l'heure le programme de stabilité, puisque j'évoquais la loi de programmation des finances publiques, notre objectif, c'est de stabiliser les prélèvements obligatoires en 2015, ce qui n'a pas été fait depuis des années et des années. Car là encore, je me retourne vers Monsieur Woerth, la droite nous a laissé une situation où les dépenses publiques avaient explosé et où les prélèvements obligatoires s'étaient accrus. Nous sommes dans une phase de décélération, puis de stabilisation. C'est ça que je veux dire aux Français ce matin. Ayons confiance dans notre économie, mobilisons-nous pour l'inversion de la courbe du chômage et oui, essayons de construire ensemble cette reprise durable et forte dont la France a besoin. Nous en avons tout à fait la capacité. Un dernier mot de la polémique de la semaine, la droite justement que vous attaquez, qui moque l'hyperactivité estivale de François Hollande. Finalement, est-ce que le chef de l'État a repris la méthode de Nicolas Sarkozy, du terrain, des caméras, on se montre et on essaye d'être un peu plus présent? Non, ce que le président de la République a voulu montrer, et c'est la vérité, c'est un gouvernement qui, derrière lui, et lui devant, est mobilisé pour l'emploi. Vous parliez tout à l'heure de la situation de cette chômeuse, c'est ça qui nous concerne, c'est faire en sorte que le chômage recule dans notre pays, c'est faire en sorte que les créations d'emplois reprennent, c'est faire en sorte que notre économie aille mieux, et c'était une mobilisation très concrète que le président de la République a voulu incarner, qu'il a incarné pendant cet été, parce que comme il l'a dit lui-même, le chômage ne prend pas de vacances. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir réagi sur RTL ce matin, ministre de l'économie et des finances.